Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'étrange disparition d'une jeune fille d'à peine 13 ans, Lee Oshie. Alors, restez là. Cette histoire se passe aux États-Unis, dans l'État du Mississippi, et plus précisément dans la ville de Tupelo. Nous sommes le 27 août 1992, il est environ 8h30. Vicki Felton, qui est à son travail depuis environ une demi-heure, écoute la radio et apprend qu'une tempête provenant de l'ouragan Andrew, qui est en train de s'abattre sur les États-Unis, va bientôt frapper sa ville. Elle s'inquiète alors pour sa fille de 13 ans, Lee, qu'elle a laissée seule à la maison aujourd'hui et qui a peur des orages. Elle a interdit à sa fille de répondre au téléphone lorsqu'elle était seule à la maison. Donc pour pouvoir l'appeler, elles ont d'ailleurs un rituel qui a été instauré par Vicki. Elle laisse sonner 2 fois, raccroche et rappelle derrière. C'est le signe qui veut dire « c'est maman, décroche ». Donc c'est ce qu'elle fait, mais Lee ne décroche pas. Alors elle réitère, mais pas plus de réponse. Elle trouve cela très étrange et décide d'aller vérifier par elle-même si tout va bien. Son bureau ne se trouve qu'à 2,5 km de son domicile, donc il n'y en a pas pour longtemps de faire l'aller-retour. Elle y arrive un peu avant 9h et bloque directement sur la porte du garage, grande ouverte et la lumière allumée. Elle se souvient pas de l'avoir fermé le garage, mais à ce point-là, elle trouve ça bizarre. Quand elle arrive à la porte d'entrée, elle s'aperçoit qu'elle n'est pas verrouillée. Mais lorsqu'elle rentre dans sa maison, elle voit des éclaboussures de sang partout dans le couloir. Elle appelle sa fille, elle la cherche partout, mais Lee a disparu. Alors elle prend son téléphone et elle compose le 911. Lee Oshie est née le 21 août 1979 à Honolulu, Hawaï. Elle a 13 ans au moment de sa disparition. Ses parents sont Vicki Felton et Donald Oshie. Ils se sont rencontrés dans les années 70 sur leur lieu de travail. Ils sont tous les deux membres de l'armée américaine et ils servaient à l'époque en Californie. Mariés en 1977, ils vont divorcer en 1981 alors que Lee n'avait que 2 ans. Vicki s'est remariée assez rapidement avec un homme qui s'appelle Barney Yarborough, mais ils se sont séparés peu avant la disparition de Lee. Lee est une petite fille gentille et sociable qui aimait beaucoup les animaux et qui faisait de l'équitation. Elle était scolarisée à la Tupelo Middle School. En plus du garage ouvert et allumé, de la porte d'entrée ouverte et des éclaboussures de sang dans le couloir, on découvre aussi une flaque de sang dans sa chambre, des traces de sang sur l'encadrement de la porte de sa chambre, du sang dans la salle de bain mais qu'on a tenté de nettoyer. Dans le panier à linge, sa chemise de nuit tachée de sang. Je précise qu'au moment des constatations, qui ont été effectuées par la police sur place, arrivée donc peu après 9h, le sang était encore frais. Un peu plus tard, des analyses ont confirmé que c'était bien le sang de Lee. Vicki va indiquer à la police qu'il manque certaines affaires de sa fille. Ses lunettes, un ensemble de sous-vêtements neufs qu'on venait de lui offrir, un short et un sac de couchage. Elle remarque également que sa couverture préférée, qui était son doudou, et qu'elle ne quittait jamais, est jetée au sol. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette maison ? La police effectue d'intensives recherches aux alentours. Les bois et forêts sont minutieusement fouillés à l'aide d'hélicoptères et de chiens pisteurs. Les chiens d'ailleurs ne sentent plus l'odeur de Lee en sortant de la maison. Mais n'oublions pas que les recherches ont été menées en pleine tempête. L'ouragan Andrew a été rétrogradé en tempête en arrivant sur le Mississippi, mais je rappelle néanmoins que cet ouragan était de catégorie 5 et qu'il a fait de graves dégâts aux Bahamas, en Floride et en Louisiane. Revenons-en aux recherches, vous l'aurez compris, aucun indice ne sera retrouvé. La police passe alors à l'enquête de voisinage. Et celle-ci va nous révéler qu'une chose inhabituelle s'est produite la veille au soir chez 2 voisins de Lee. Explication. Le 26 août, vers 20h, Lee a sonné chez l'un de ses voisins et lui a demandé si elle pouvait attendre sa mère chez eux car elle s'était enfermée dehors. Le voisin accepte. Mais vers 20h45, elle s'en va et va sonner chez un autre voisin avec exactement la même histoire. Il accepte aussi.
Quelques minutes plus tard, elle regarde par la fenêtre et voit sa mère arriver, puis rentre chez elle. Vicky, la mère de Lee, est bien évidemment interrogée sur le déroulement de la matinée. Elle raconte que Lee est allée dormir avec elle cette nuit-là puisqu'elle avait peur des orages. Vicky se lève à 6h45, Lee dort toujours. Elle part prendre une douche et lorsqu'elle en sort, Lee est réveillée. Alors elles prennent le petit déjeuner toutes les deux et Vicky part de chez elle à 7h40. Elle arrive à son travail 10 minutes plus tard. Donc, selon Vicky, à peine 1 heure s'est passée entre son départ de la maison et ses premiers appels pour joindre Lee. En ce très court laps de temps, Lee s'est complètement volatilisée. 8 jours plus tard, rebondissement. Un paquet arrive au domicile de Vicky au nom de son ex-mari. Elle le contacte pour qu'il vienne le récupérer. Ils ouvrent le colis ensemble et là, stupéfaction. À l'intérieur, les lunettes de Lee. Il n'y a pas de lettre de revendication, pas de demande de rançon, uniquement les lunettes. À ce moment-là, le FBI en personne décide d'intervenir et lance des analyses sur les lunettes, le colis et aussi le timbre. Mais encore une fois, rien n'en ressort. Même le timbre a été collé à l'eau. La police commence à avoir de sérieux doutes sur la mère et le beau-père de Lee. D'autant plus que selon certains témoignages, ceux des copines d'école de Lee, elle avait souvent des bleus et elle disait qu'elle se les faisait à l'équitation. La rumeur dit que Barney l'a frappée, mais rien n'a pu le prouver. Barney a donné un alibi à la police qui a été vérifié et confirmé. Il va passer quand même un détecteur de mensonges, un polygraphe, qui va de nouveau le disculper. Il n'y est pour rien et il dit la vérité. Par contre, Vicky va passer 3 polygraphes différents. 2 avec la police et 1 avec le FBI. Et elle va échouer à 3 reprises. Elle dit ne pas comprendre les résultats du détecteur de mensonges et continue de clamer son innocence. Je rappelle que le polygraphe n'est pas une preuve de culpabilité. Il aide les enquêteurs, certes, mais il ne peut en aucun cas être utilisé à un procès. Du coup, même si d'autres pistes vont être étudiées pour résoudre cette disparition, il faut savoir que Vicky reste un suspect potentiel qui ne sera jamais éliminé de la liste, puisque la police ne pourra jamais confirmer à 100% que ce n'est pas elle la responsable de la disparition de Lee. De plus, le père de Lee a reçu de nombreux avis et commentaires sur la disparition de sa fille. Beaucoup lui conseillent de fouiller du côté de son ex-femme. Vicky, quant à elle, pense savoir qui est le responsable. Un certain Oscar McKinley. Il travaillait à l'église que Vicky et Lee fréquentaient et en plus, Lee faisait de l'équitation dans une écurie où se trouvaient également les chevaux d'Oscar. Pour couronner le tout, à peine 1 an après la disparition de Lee, cet individu a enlevé une adolescente à Memphis. Il l'a violée, puis ramenée à l'école. Il a été condamné pour cette affaire à 8 ans de prison, mais il a été libéré plus tôt. 2 ans après sa remise en liberté, il récidive, kidnappe un couple et viole la femme. Là encore, il sera arrêté puis condamné à 20 ans de prison cette fois. La police et le FBI ont tenté d'interroger Oscar, mais il a toujours refusé de dire quoi que ce soit au sujet de la disparition de Lee et a également refusé de passer le détecteur de mensonges. Oscar a été libéré en 2019, mais il est mort en 2021. Des photos vieillies de Lee ont été diffusées, mais sans plus de succès. Malheureusement, les chances de la retrouver vivante se sont amenuisées avec le temps. En octobre 2024, soit 32 ans après sa disparition, Lee, à la demande de ses parents, a été déclarée morte. Si on prend le récit de Vicky à la lettre, Lee est restée 1 heure seule chez elle. On se rappelle qu'il n'y avait pas de traces d'effraction. On peut donc en déduire que la jeune fille connaissait son agresseur et qu'elle lui aurait ouvert la porte. Encore fallait-il savoir qu'elle était seule chez elle ce matin-là. Qui pouvait être au courant? Les proches de Lee, famille, amis, mais aussi les voisins. On se rappelle que Lee a passé du temps chez 2 voisins la veille au soir. Les voisins ont aussi la visibilité sur les allées et venues de Vicky. Mais alors pourquoi vouloir enlever Lee? 2 solutions. Soit par vengeance, on se rappelle des lunettes envoyées au beau-père au domicile de Vicky. A-t-on essayé de retracer le passé de Barney et voir un peu qui pouvait lui en vouloir? Soit, dans un tout autre but, malheureusement malveillant, abuser d'elle ou l'enrôler dans un trafic de prostitution. Donc, cet individu attend le départ de Vicky pour aller taper à la porte. Et vu que ce n'est pas un inconnu pour lui, elle ne se méfie pas et lui ouvre la porte. Il pensait peut-être uniquement lui raconter un gros bobard pour la faire sortir, du type « c'est ta maman qui m'a demandé de passer te chercher »
Vu l'orage qui se prépare, blablabla. Lee aurait voulu vérifier en se dirigeant vers le téléphone pour appeler sa mère. Et c'est là que l'individu l'aurait frappé afin qu'elle perde connaissance et qu'il puisse l'enrouler dans le sac de couchage. Le sac qui a mystérieusement disparu. D'ailleurs, était-il en vue ou bien rangé ? Cela pourrait déterminer le degré d'intimité de la personne, car si le sac de couchage était bien rangé, encore fallait-il aussi savoir où le trouver. Si Lee a été enlevée pour assouvir les fantasmes d'un pédophile détraqué, elle n'a probablement pas dû survivre très longtemps. Si elle a été envoyée dans un trafic de prostitution, elle pourrait éventuellement être encore en vie, sous une autre identité, potentiellement dans un autre pays. Mais il y a concrètement très peu de chances que ce soit le cas. Partons maintenant du principe que ce que nous a raconté Vicky était un pur mensonge. Je pense qu'en ayant loupé 3 fois le détecteur de mensonges, on peut quand même douter de sa version, non ? Dans ce cas, Lee a été vue vivante pour la dernière fois la veille par les 2 voisins chez qui elle est allée sonner. Mais que s'est-il passé ensuite ? Parce que si Lee a réussi à s'enfermer dehors alors qu'elle était seule chez elle, c'est forcément parce qu'elle en est sortie. Mais si Lee, rappelez-vous, n'avait déjà pas le droit de répondre au téléphone, est-ce que vous pensez qu'elle avait le droit de sortir ? Personnellement, je ne pense pas vraiment. Alors, est-ce qu'elle aurait pu se faire bien engueuler en rentrant chez elle ? Il y a des chances. Et si cette dispute avait tout simplement dégénéré ? Vicky aurait pu rentrer dans une grosse colère et frapper sa fille à mort ? On se rappelle les témoignages des copines d'école de Lee, disant qu'elle avait souvent des bleus. On a vite pensé au beau-père, mais on a aussi très vite oublié la mère dans l'histoire quand même. Vicky aurait choisi de ne pas appeler les secours, comprenant qu'il n'y avait plus rien à faire pour la sauver, et de ne pas appeler la police non plus, pour ne pas finir en prison. Mais plutôt de profiter de la nuit pour dissimuler son corps et inventer cette histoire de disparition. De donner l'alerte une fois qu'elle a fait acte de présence au travail, pour avoir un alibi, mais aussi de s'envoyer les lunettes une semaine plus tard chez elle, mais au nom de son ex-mari pour tenter d'induire les enquêteurs en erreur. Et bien évidemment écarter les soupçons sur elle. Ce ne serait pas la première mère à monter tout un stratagème pour tenter de cacher son infanticide. Ce n'est pas sans rappeler l'histoire de la petite Fiona, dont je le rappelle, le corps n'a jamais été retrouvé. Nous voici donc à la dernière théorie. Est-ce que Lee aurait pu être intentionnellement tué puis dissimulé ? Encore une fois, qui aurait eu un mobile ? Toujours pareil, une vengeance suite à une histoire passée avec Vicky ou Barney, soit quelqu'un qui en voulait directement à Lee. Mais une question me taraude encore. Pourquoi Lee a changé de voisin la veille de sa disparition ? Il s'est passé quoi chez le premier voisin chez qui elle attendait sa mère pour qu'elle décide d'aller attendre ailleurs ? Est-ce qu'elle aurait été témoin de quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir ? J'ose espérer que les voisins ont été interrogés comme il se doit et leurs alibis vérifiés, mais à vrai dire, je n'ai trouvé aucune info là-dessus. Et si le but était d'éliminer Lee, pourquoi ne pas l'avoir laissé tout simplement là où on l'aurait tué au final ? Peut-être uniquement pour brouiller les pistes et emmener les enquêteurs à chercher là où on n'aurait pas cherché si on l'avait retrouvée. En résumé, si on avait retrouvé Lee morte chez elle, on aurait cherché partout le tueur. Alors que là, c'est Lee qu'on a cherché partout, et sans jamais la retrouver. Alors que la tuer chez elle, puis l'emmener quelque part et l'enterrer, n'était-ce pas finalement le crime parfait ? Alors, quelle théorie vous a le plus convaincu ? Théorie 1, un enlèvement. Théorie 2, un accident maquillé. Théorie 3, un meurtre. Ou théorie 4, la vôtre. Et si vous avez votre propre théorie, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Pour voter, c'est très simple. Rendez-vous tout de suite dans l'onglet communauté de ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour un nouveau Cold Case.